test. Bon, bah on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va intervenir sur le sujet qui est la mise en œuvre d'évolutions technologiques pour le tourisme, et avec notamment donc 2 retours d'expérience par ceux qui ont essayé. Donc rapide tour de table peut-être avant de commencer. Donc moi je m'appelle Hugues Échanger, je suis consultant en innovation et en nouvelles technologies chez Wavestone. Et je laisse mes collègues se présenter. Wilfried Saint-Charles et de même. Jean-François Guillemard, moi je suis Chief Data Officer chez Accor. Je suis arrivé chez Accor il y a 1 an à peu près. Très heureux d'être ici. Bienvenue. Charles, VP Sales et Marketing chez Orchestra. Donc rapidement, l'agenda de cette conférence. Donc on va commencer, Wilfried et moi, par vous exposer, vous faire un rapide panorama de cas d'usage et d'évolutions technologiques qui sont possibles dans le secteur du tourisme, pour donner déjà un bon panorama. Et après, on s'attardera vraiment sur des cas d'usage concrets, et notamment quels ont été les facteurs de réussite de ces cas d'usage, donc aux côtés de Charles et de Jean-François, Travelsoft et Accor. Et après, on laissera un petit moment, si vous le souhaitez, pour des questions-réponses. Alors, avant de parler donc, de cas d'usage, une rapide présentation de Wavestone. Donc, Wavestone, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale de plus de 4000 collaborateurs et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, donc, on adresse les problématiques de nos clients à travers 3 verticales qui sont sur des fonctions, des secteurs et des technologies. Et ça fait quand même de nombreuses années qu'on travaille sur de nombreuses technologies comme l'intelligence artificielle, le métaverse, les technologies immersives, mais aussi sur le parcours collaborateur. Et donc, on va passer au cas d'usage. Donc, sur le parcours, on compte vous proposer sur ces cas d'usage un parcours donc, de Jean, 32 ans, entrepreneur et digital nomade, que ce soit en termes de touriste, donc dans sa vie personnelle, mais aussi en tant que collaborateur sur le secteur du tourisme. Donc, on va commencer par la première brique, l'intelligence artificielle. Donc, on vous présente ici un cas d'usage qui est Travel Professor, qui est un chatbot qui va permettre à Jean d'avoir des alertes directement et des bonnes affaires sur des vols économiquement intéressants. Le deuxième cas d'usage va être basé sur une startup, donc Vacay, qui là est aussi un assistant basé sur l'intelligence artificielle, mais cette fois qui va aider Jean à pouvoir mieux planifier son voyage à travers vis-à-vis de ses besoins il va avoir des recommandations pour son voyage. La deuxième brique va être sur le tourisme immersif. Donc, on va parler de technologies immersives, réalité augmentée, réalité mixte, voire réalité virtuelle. Aujourd'hui, le premier exemple sur le tourisme immersif est assez évident, représenté par l'entreprise Skyboy, qui va permettre d'offrir une visite en immersion grâce à la réalité augmentée, notamment à l'Opéra Garnier, où Jean va scanner avec son smartphone l'environnement de l'Opéra Garnier. Il va y avoir du support, des éléments digitaux qui vont s'afficher en réalité augmentée. Le deuxième cas d'usage sur ce tourisme immersif est aussi très intéressant. Donc, on a les 2 sociétés, Rendever et Walking VR Driver, qui vont proposer cette fois de faire voyager des personnes à mobilité réduite et donc de voyager depuis son fauteuil. Je vais enchaîner donc sur le troisième exemple d'innovation et de nouvelles technologies qui peut aider à vous rendre plus disruptif dans le milieu du tourisme. Donc c'est ici un exemple d'IoT, c'est Locks. Donc Locks sont des serrures connectées en fait qui permettent d'avoir votre clé de chambre directement sur votre smartphone et donc de la déverrouiller directement comme ça et plus avoir donc cette carte physique. Et associé donc à votre identifiant au sein de l'hôtel, vous avez plein d'avantages exclusifs disponibles sur cette application. Donc ça permet aussi aux hôtels de mettre en avant leurs offres exclusives auprès des clients. Autre exemple dans l'IoT, c'est une startup qui s'appelle Affluence, qui a à la fois une solution donc, pour les professionnels, qui va leur permettre, en fait, grâce à la fois à des capteurs sur place et des outils d'analyse prédictive, de mieux gérer les flux au sein des différents établissements
Et elle propose aussi donc une solution pour les particuliers sous la forme d'une application, où vous-même, si vous voulez, je sais pas, aller voir un musée, vous allez pouvoir voir sur votre application s'il y a de l'affluence ou non au musée et peut-être y retourner 1 heure après. Autre évolution technologique qui peut aider à changer aussi votre approche dans le monde du tourisme, c'est la blockchain, évidemment. Donc là, on prend pour exemple Chain for Travel. Chain for Travel, disons que c'est une sorte de facilitateur qui se base donc sur le réseau Camino, qui est un des réseaux de blockchain, et qui va aider donc les acteurs du tourisme à vendre des produits B2B ou B2C en se basant sur cette blockchain. Donc ça peut être des vouchers, ça peut être des services de reward et de fidélisation client basés sur la blockchain et donc fait de manière beaucoup plus simple et fluide que des services physiques. Et enfin, dernier exemple d'évolution, c'est le big data et l'analytics. Donc là, on a pris pour exemple RMD Technologies, donc une solution qui permet à la fois aux hôtels et aux campings, plus globalement en fait à tous les hébergeurs, de mieux valoriser leurs services en analysant à travers des benchmarks, des études et en agglomérant donc toute la data qui existe dans leur environnement concurrentiel pour pouvoir leur permettre de se comparer à leurs concurrents et de mieux valoriser leurs avantages compétitifs. Bon, l'idée de ce rapide panorama qu'on a fait en introduction, en fait, c'est de lister quelques idées d'évolution, quelques nouvelles technologies. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais l'idée vraiment de cette conférence, en fait, c'est plus de vous apporter des vrais insights, des vrais key takeaways sur la manière dont vous pouvez mener une démarche d'innovation au sein du secteur du tourisme. Et c'est pour ça, donc, surtout qu'on a invité Charles et Jean-François, c'est pour parler de cas concrets, de cas qui ont réussi et qui ont éventuellement même dépassé l'étape de pilote et qui ont permis d'être mis à l'échelle d'un grand groupe comme Accor ou d'autres grands groupes comme les clients de Charles. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Charles. Avec plaisir. Merci. Alors, enchanté. Effectivement, Travelsoft, vous connaissez sans doute plutôt le nom d'Orchestra, qui est la plateforme sur le marché français. Travelsoft, c'est le holding qui va regrouper à la fois Travelsoft en France, la plateforme Trafix en Allemagne et la plateforme Travel Compositor en Espagne, Italie et Latam. Donc c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, puisque ça a toujours été le holding financière un peu caché d'Orchestra. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a une stratégie de croissance externe par acquisition. Et donc les deux acquisitions en moins de 9 mois et d'autres à venir sans doute. J'aime bien commencer avec cette photo sur toutes les conférences un peu futuristes, parce que en fait, c'est pas le futur du tout, ça existe, c'est à Singapour. Hein. Donc on a l'impression que c'est généré par une IA, etc. Mais en fait, c'est tout simplement un jardin qui a été créé Super Tree Cove, je crois, à Singapour. Et en fait, c'est pour rappeler que le futur, en fait, il est en constante construction, il est là. Il y a des choses qui existent, qui nous paraissent futuristes, des choses qui n'existent pas encore et qui sont assez simplistes, en fait. Et donc, toute l'idée de nos démarches, je pense, en tant qu'innovateurs au sein de nos groupes, c'est de réussir à apporter de la valeur grâce à des innovations qui existent. Et c'est tout l'enjeu. Voilà. C'est pas forcément d'aller rêver le futur, très très loin, c'est d'aller dans ce qui existe, pas trop loin, aller chercher ce qui va créer de la valeur pour nos clients. Et donc, si on regarde un peu, et donc là, on a vu des cas d'usage, je vais juste repasser quelques sujets en particulier de l'IA, de ce qu'a apporté ou ce que va apporter l'IA dans les prochains mois, prochaines années. Un des premiers cas, assez simple, c'est la génération de textes. On va pouvoir générer des textes beaucoup plus efficacement et des textes on va avoir l'impression qu'ils vont être écrits par quelqu'un de naturel. Et donc, alors qu'avant, on avait besoin d'avoir un humain qui allait relire, qui allait vérifier, qui allait rédiger, et bien là, on va pouvoir un peu plus faire confiance à une IA. Pour générer des conversations. Donc là, c'est ce dont on parle tout le temps, hein. On parle des conversations, etc. Mais il n'y a pas que ça. Dans le tourisme, il y a plutôt moins de conversations que de textes, que de descriptifs produits, que de commentaires, etc. Et donc tout ça, c'est des textes qui vont pouvoir être générés par des intelligences. Pour les rédiger, mais aussi pour les lire. Que du coup, les intelligences vont pouvoir comprendre ces textes et pourquoi pas les critériser, etc. C'est ce dont on va parler tout à l'heure. Le deuxième, c'est la génération d'images. De la même manière, on est dans un métier qui est extrêmement visuel. Regardez voilà, on va parler de Booking, pardon, mais voilà, on va parler d'une grosse ETR. Regardez l'augmentation de la part des photos sur la page du produit de Booking depuis ces dernières années. Il y a de plus en plus de photos, les photos sont de plus en plus grosses. En fait, les gens ne lisent plus le texte. Voilà. Donc, ils regardent les photos, ouais, la photo me plaît. Ah, je vois que dans la chambre, il y a un jacuzzi, ou je vois que dans la chambre, il y a une baignoire. Plutôt que d'aller lire le texte, est-ce qu'il y a une baignoire, il regarde la photo, il a l'information. Donc voilà, la partie texte est hyper intéressante pour reconnaître des images, pour les générer, mais aussi pour reconnaître et avoir des informations structurées à partir d'images.
Un autre cas d'usage qui a beaucoup de sens dans le tourisme, même si on a tendance à le mettre un peu sous le tapis, c'est la classification. Nos agents de voyage, et quand je parle d'agents de voyage, je parle souvent des gens en back-office, vont passer énormément de temps à aller critériser des produits pour organiser un catalogue. Une agence de voyage, elle va pouvoir avoir par exemple 10, 15, 20 000 références de produits différents. Sauf que 20 000 références sur un site internet, ou même pour un agent de voyage derrière son bureau à l'agence, eh bien, les avoir en tête et puis aller chercher le bon produit, c'est quasiment mission impossible. Donc ce qui se passe, c'est que les agents de voyage, en back-office, ou une partie des agences de voyage, vont aller classifier ces produits pour organiser un catalogue de produits pour permettre d'aller chercher rapidement le bon produit pour le client qu'on a en face. Et ça, c'est justement grâce à l'IA. Aujourd'hui, c'est fait manuellement par des gens qui, tous les jours, se tapent de classer une centaine, une dizaine, voire quelques milliers quand il y a un nouveau tour opérateur qui va rentrer chez eux, par exemple. Eh bien ça va pouvoir être accéléré par l'IA. Je vais en parler tout à l'heure. Et enfin, alors là, c'est le truc qui est le plus futuriste, la prédiction ou l'extrapolation plutôt, parce que dans les faits, l'IA, elle prédit rien du tout. On lui donne des choses en entrée, elle va essayer d'imaginer ce qui est probable derrière. Et donc, c'est un des cas d'usage, ça va être ça justement, la prédiction. Aller se dire, j'ai fait 10 000 ventes l'année dernière, ce jour-ci, sauf qu'il pleuvait. Aujourd'hui, j'ai fait hier 9 000 ventes et il fait beau. Est-ce que je vais faire plutôt 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, etc. Donc c'est exactement ça que va faire une IA en prédictif sur la partie analytique. C'est sans doute le cas de la prédiction des flux sur les sites. C'est sans doute là-dessus qu'ils se basent. On a l'impression que que ça vient de nulle part, mais ça ne vient pas de nulle part. C'est juste un système qui va prendre plein de données en entrée et essayer de trouver la nouvelle donnée la plus probable. Et voilà. Donc ça, c'est juste pour démystifier un peu les cas d'usage qui paraissent futuristes, mais en fait sont assez simples quand on les découpe et quand on regarde un peu ce qui se passe derrière. Là, je vais vous montrer maintenant ce qu'on a fait, nous. Parce que ce que je considère, c'est qu'on a vu beaucoup là dans le marché de choses très justement orientées bling, futuriste et communication. Avec des chatbots sur des compagnies aériennes, avec des choses un petit peu, peut-être un petit peu orientées communication plus qu'orientées métier. Et nous, on considère qu'il vaut mieux, alors Travelsoft, donc, on considère qu'il vaut mieux avoir une stratégie d'IA qui est, on va dire, progressive et surtout qui est structurée sur le futur. Et quand je dis structuré, c'est structuré, certes, c'est bien de communiquer, c'est bien de montrer ce qu'on fait, mais surtout c'est bien d'améliorer le quotidien de ce que font nos clients. Voilà. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Et donc vous allez voir deux cas d'usage. Le premier, voilà, c'est l'accélération des tâches répétitives, bien entendu. Le but, c'est ça va être de permettre aux clients, aux agents de voyage, d'aller plus rapidement aller chercher le bon produit. Le deuxième, c'est des interactions assistées. Vous imaginez bien qu'on en a entendu parler beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client va aller exprimer quelque chose, va aller dire avec ses propres mots une définition de son voyage de rêve, et on va lui renvoyer un voyage. Et enfin, toute la partie personnalisation et réactivité, parce qu'on imagine bien qu'une IA, elle ne dort pas. Ça, c'est génial. Donc, comme elle ne dort pas, elle répond au téléphone en 15 secondes, même pas, en une demi-seconde, un quart de seconde, elle a répondu au téléphone, et elle peut commencer à parler, elle peut commencer à interagir avec chat, sachant que, bien entendu, il y a un moment où l'humain va toujours être important, donc il faudra basculer sur l'humain. Mais par rapport aux mauvais chatbots qu'on a subis tous pendant des années, eh bien là, on va avoir des expériences qui sont plus conversationnelles et bien meilleures. Si je vous parle maintenant juste des cas d'usage qu'on a travaillé chez Travelsoft, le premier, il est chez Orchestra, et tout simplement, le but, ça a été d'aller tester comment aider un agent de voyage en B2B. Donc on n'est pas sur un cas B2C, on n'est pas sur quelque chose de bling qu'on va montrer sur un site. L'idée, c'est pourtant d'aller faire de l'idéation, d'aller permettre à l'agent de voyage, d'à partir d'un texte qui va lui-même saisir en langage naturel, d'aller lui donner des idées de choses à proposer. Parce qu'on sait très bien, nos agents de voyage, eh bien, ils travaillent beaucoup, ils doivent connaître très très bien le catalogue, répondre très vite aux clients et surtout connaître les nouveaux produits. Donc, bref, le cas, vous allez voir, il est très simple. On va rentrer en langage naturel quelque chose de très très simple que pourrait avoir demandé un client en agence. Voilà, un séjour de 2 semaines pour 2 adultes en Espagne. Le truc super basique. Sauf que ça, en fait, c'est souvent la demande du client. Et là, nous, l'agent de voyage, son apport, c'est quoi? C'est d'aller lui donner des idées. Aller essayer d'aller plus loin, aller le faire rêver un peu avant de lui vendre. Sinon, juste, ok, très bien. 2 semaines Barcelone, ok, ça marche, ça répond à tes attentes. C'est pas ça qu'il veut le client. Le client, il veut qu'on lui donne des idées. Et donc, par exemple, on va aller préciser, aller avec un enfant de 2 ans, dans un établissement 4 étoiles, blablabla. Et là, on va aller lui proposer un texte qui va lui permettre de répondre
et d'avoir des nouvelles idées en fait en fonction de l'entrée et de pouvoir aller commencer à discuter avec son client en lui proposant des choses, en ayant l'air intelligent d'une part parce que du coup il connaît la destination, même s'il la connaît pas, et ensuite avoir accès directement à des produits qui sont en lien avec des mots-clés ou des concepts qui vont avoir eu un intérêt et décrocher un intérêt chez le client. Par exemple, là, il y a quelques options. Il propose 4 options du coup. Et puis, il va aller proposer le fait que le lac de Caume, c'est une idée possible, ou le lac de Garde. La personne va potentiellement réagir sur le lac de Caume en disant « oui, effectivement, j'en ai entendu parler ». Et bien directement, il va pouvoir aller vers une SERP, donc un retour moteur, avec une liste de produits qui vont répondre à sa demande. Donc là, le lac de Caume, mais aussi l'ensemble des éléments qui ont été déterminés dans sa demande initiale. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas magique, hein. On n'est pas en train de dire qu'on va vendre un voyage automatiquement. On dit juste qu'on va aider l'agent de voyage à aller plus vite, accéder à une sélection de produits assez précise pour être quasiment persuadé qu'elle répond aux besoins de son client et à sa volonté. Donc, premier cas, assez pragmatique, qui est déjà en place. Deuxième cas d'usage, qui lui est un petit peu plus dans le côté visuel et conversationnel des choses, c'est ce qu'on fait avec notre filiale en Espagne, qui s'appelle Travel Compositor. Ils ont un outil de multidestination qui permet de monter des séjours sur mesure à la carte. Voilà. Avec étape par étape, on va créer des séjours. C'est une fonctionnalité qui marche très très bien. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des dizaines de milliers de séjours potentiels et on a mis dedans, tout simplement, un moteur de recherche conversationnel. C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, sur tous les sites de tourisme, il faut que le client s'adapte à nous. Il faut que le client s'adapte au catalogue du distributeur qui a décidé de séparer la France en 8 régions, 2 sous-bassins, 15 générations, etc. Et donc, ça, c'est un choix qui est distributeur, d'expert, et le client, il voilà, il fiche un peu. Voilà. Le all inclusive, il a un peu en tête ce que c'est, hein, mais à la limite... il aurait pu avoir envie de dire tout compris ou plein d'autres mots qui ne sont pas du tout le mot technique que nous on a. Voilà. Et donc toute l'idée en fait de l'IA, et nous ce qu'on considère, c'est que qu'est-ce que ça va changer? C'est que ça va permettre d'aller récupérer des informations depuis le client sans le forcer à rentrer dans notre moule dont on a besoin parce que c'est comme ça qu'on gère notre métier et on est des experts. Donc on parle avec des acronymes, on a des problèmes avec IATA, on fait plein de choses, voilà, on fait des émissions de billets, etc., des choses très compliquées et qui sont très techniques, mais en fait le client c'est pas son problème. Donc toute l'idée c'est d'aller lui permettre de discuter et donc de demander ce en quoi il rêve. Donc là, il dit, alors désolé, c'est en anglais, hein, mais il veut découvrir un joli pays avec des beaux paysages et il veut y aller avec sa femme et, si possible, à moins de 4 heures de vol de Paris. Ça, c'est typiquement le type de recherche qui est impossible à faire dans un moteur de recherche. Hein. Il aurait dû le découper de son truc en disant, attends, je veux, bon, ok, un pays, beau paysage, éventuellement, il y a peut-être un critère qui existe là-dessus, mais c'est pas forcément évident. Avec sa femme, ça c'est terminé hein, déjà. Alors que l'IA, elle peut éventuellement se dire, bon, on va essayer de tenter du romantisme, etc. Hein, on ne sait pas l'état de son couple, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de romantique s'il le met en premier voilà, dans sa demande. Et moins de 4 heures de Paris, ça, alors le gars, il va devoir commencer à aller sélectionner les destinations ou potentiellement, s'il a la chance sur le site du distributeur, aller sélectionner du moyen courrier. Voilà. Moyen courrier. Et on a directement l'information que c'est de Paris. Alors, agence internationale, ça va être encore plus compliqué. Bref. Et donc, comment ça va se passer? L'IA, elle va aller lui répondre, et là, elle va aller créer directement, à partir de sa réponse, lui proposer 3 séjours. Donc, il va lui proposer voilà, plusieurs destinations directement. Alors, je ne sais pas quelle île c'est à gauche. Il y a Madère, oui, l'Islande, bien sûr. L'Islande, Palma et Madère. Et il va aller lui expliquer ce qu'il a compris. Donc, il lui reformule exactement comme ferait un agent de voyage. Je vous propose ça, ça et ça, en proposant 3 options. Et il lui sélectionne quelque chose en mettant en plus l'idée, et je pense que ta femme va apprécier, ce qui n'est pas idéal comme façon de vendre les choses. Donc on a les 3 propositions, et là on va rentrer dans un modèle d'affinage. Donc la personne va potentiellement cliquer sur un séjour, ou autrement, s'il met un petit peu de temps à les lire, eh bien l'IA peut aller chercher un peu une réponse supplémentaire, et donc aller demander des nouveaux éléments de réponse par rapport à cette question initiale qui était moins de 4 heures de Paris, une île avec sa femme. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? L'IA va proposer, va aller de manière proactive, proposer, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, et je vais ajuster. Et donc là, la personne va potentiellement ressortir un peu de sa zone de confort et dire, ok, dis-moi un peu plus à propos de Madère.
Et là, bien entendu, vous imaginez bien que ChatGPT est super fort pour ça, on a tous testé, hein, pour aller décrire Madère et les beautés. Et donc, on lui a demandé, bien entendu, d'écrire un petit peu Madère. Et là, il a bien compris que Madère était la partie intéressante, du coup, il va proposer des photos en même temps. Vous vous souvenez de ce que je vous disais sur la partie photo? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on commence à parler et à mettre des textes qui sont à peu près conversationnels qu'il faut arrêter avec les photos. Donc tout l'enjeu, ça va être d'aller mixer la partie photo visuelle et la partie textuelle. Voilà. Et donc là, on va aller montrer des photos avec où est Madère, quelques paysages, parce qu'on ne sait pas encore beaucoup ce qu'il veut en fait, et on lui recommande des choses. La personne va lui proposer, ok, je suis d'accord pour prêter ce produit-là. Par contre, vu qu'il a pu comprendre que c'était assez varié, que c'était intéressant de se balader dans l'île, il va aller proposer il va aller demander une location de voiture et d'avoir plusieurs hôtels. Donc en fait, il demande un mini-circuit avec plusieurs hôtels et une location de voiture. Et donc le système va lui proposer du coup une location de voiture et lui préparer le séjour. Sauf que vous savez bien que quand on commence à rentrer dans un booking process, dans un processus de réservation, il faut demander quand est-ce que tu pars, d'où tu pars, donc ça on savait, c'était de Paris, mais à quelle date. Donc là, on lui demande combien de temps tu pars et à quelle date vas-tu partir. La personne va répondre, pourquoi pas en interrogative, a week. L'IA comprend, lui demande quand est-ce qu'il veut partir. La personne pourrait être assez vague. Et là, bon, coup de bol, le 9 mai, okay, il aurait pu très bien dire pendant l'été, trouve-moi le meilleur prix. Et là, on va rentrer dans un booking process classique que vous connaissez, c'est-à-dire sélection des vols, sélection de la location de voiture, sélection des hôtels. On savait qu'il y en avait plusieurs. Donc le 9, il y a un premier. Il y en a un deuxième, des activités près de Madère. Puis après la réservation on va dire basique, hein, c'est-à-dire les coordonnées et puis le paiement. Voilà. Donc l'idée de vous montrer ça, c'était de vous dire que, en fait, oui, c'est de l'IA, oui, c'est innovant, etc. Mais dans l'idée, c'est surtout assez proche, en fait, de ce à quoi nos clients sont habitués. Donc toute l'idée, c'est d'aller chercher le bon cas d'usage qui va ajouter de la valeur sans recréer un truc très nouveau, peut-être, mais qui est tellement décorrélé de notre façon de travailler et de la façon dont le client a l'habitude de consommer que c'est juste un gadget. Donc voilà, nous on a une stratégie IA anti-gadget. Donc on ne va pas se lancer dans des projets qui sortent de nulle part en réinventant la roue. On va aller adapter et aider nos clients à être plus efficaces. Notamment ce dont je vous parlais. Donc c'est pas montrable parce que c'est tout simplement totalement en back-office. Un des enjeux, ça va être d'aller permettre de faire qu'une IA va aller critériser automatiquement tous les produits. Ceux qui ont déjà entendu parler de ça savent de quoi ce que ça implique. Donc il y a plein de gens qui manuellement font la critérisation de produits. C'est quelque chose qui est global en Europe, assez fortement en France, mais c'est global en Europe. Et toute l'idée, en fait, c'est de permettre qu'avec une IA, ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Et au fur et à mesure encore du temps, en faisant apprendre l'IA et les IA avec de la donnée, on sera de plus en plus efficace et de plus en plus fort. Donc, avant que ça devienne un peu flippant, on a juste ces cas d'usage, hein, donc pas grand-chose de plus. Et donc, il ne faut pas commencer à dire que, pour tordre le cou un peu de la question, est-ce que ça va tuer les agents de voyage? Est-ce que l'IA va remplacer l'agence de voyage? Tu ne l'as pas encore dit, mais potentiellement, c'est la question qu'on va nous poser, c'est sûr. Et en fait, non, ça ne va jamais remplacer l'agent de voyage. Ça va potentiellement enlever des tâches répétitives qu'ils sont en train de faire. Ça va potentiellement générer des interactions assistées, donc permettre de répondre plus vite au client, qu'il soit plus heureux, etc. Quand il a juste besoin d'une information sur l'heure de son vol, c'est peut-être pas la peine de déranger un humain pour ça. Quelqu'un qui va comprendre sa requête et lui renvoyer que son vol il est à 17h24 et qui parle de Charles de Gaulle, Terminal 2, ça suffit. Voilà. Il a l'information, le client n'a pas besoin de parler à un humain pour ça. Et par contre, l'IA, elle a produit la valeur plus vite. Donc ça, c'est des interactions assistées. Et puis, bien entendu, de la personnalisation, de la réactivité. Ce que je vous ai montré juste avant, sur le fait d'aller pouvoir comprendre des besoins d'un client que lui-même a dit dans ses mots, sans avoir eu besoin de forcer notre client à parler dans notre langage, qui est forcément technique et forcément réducteur par rapport à ce que le client a en tête quand il est en train de rêver d'un séjour. Voilà. Donc pour dire ça, et pour terminer là-dessus, c'est dire que non, on ne va pas être remplacé par les IA. Les IA ne vont pas remplacer les agents de voyage, parce que d'une part, générer de la qualité, on n'y est pas encore. Il y a besoin de beaucoup de contrôle, et ça reste que l'humain qui peut le faire. Générer de la confiance, alors éventuellement, dans un B2C, full digital, pourquoi pas que ce soit une IA qui répond derrière un chat, why not. Par contre, la confiance B2B pour aller signer un contrat
Là, il faut se lever tôt aussi. Et ensuite, toute la dimension de service qui, elle, va de toute façon demander à ce que des gens conçoivent, créent et en fait, oui, génèrent des cas d'usage, génèrent des services pour nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement humain. Voilà. Donc, nous, notre vision, c'est une stratégie progressive qui apporte de la valeur. On ne va pas avoir peur, on ne va pas commencer à créer des choses qui sortent de nulle part et qui n'apportent pas de valeur juste pour montrer qu'on fait de l'IA. Et ensuite, eh bien, on reste assez pragmatique sur le fait que le but de l'IA, c'est d'accélérer et d'enlever un peu de pénibilité à l'humain et pas de le remplacer. Voilà. Merci Charles. Peut-être on va laisser Jean-François continuer et illustrer avec ses cas d'usage. Et après, on laissera un temps de questions-réponses si vous voulez. Merci Charles pour ce que tu as présenté. Je me reconnais beaucoup, c'est un hasard parce qu'on ne l'avait pas préparé dans ce que tu expliquais. Nous aussi, on essaye de s'assurer que l'intelligence artificielle vient au service de la relation client et vient pas comme un gadget. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pousse à essayer toujours le nouvel algorithme, la nouvelle manière de traiter les images, de traiter du texte, et à essayer toujours d'ajouter un peu plus d'innovation. C'est vraiment la difficulté qu'il y a, c'est à la fois d'être très innovant en essayant d'aller chercher les nouveaux cas d'usage qui vont disrupter notre manière de fonctionner dans nos différents process, dans l'interaction avec le client, mais sans non plus lancer trop de choses et en essayant de toujours tester la valeur. Ça fait des années que Accor investit dans l'intelligence artificielle et notre conviction, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle rentre dans l'ensemble de nos processus. C'est à la fois sur les opérations, en essayant de rendre plus efficace le personnel dans les hôtels, en centrale. C'est dans la relation client, en trouvant d'autres manières d'interagir avec nos clients, avec plus de personnalisation, plus de capacité à proposer de nouveaux services qui vont mieux comprendre ce qu'attend le client. Je reparlerai tout à l'heure d'initiatives qu'on a qui ressemblent à ce que tu présentais sur, je ne me rappelle plus du nom, mais Travel-C Test, je crois. Enfin voilà, Travel-C. Et puis, c'est aussi dans le marketing, générer un contenu qui va intéresser de façon plus personnalisée les prospects, les clients, pour qu'ils cliquent, pour qu'ils viennent et puis pour qu'ils choisissent plus vite l'hôtel qui leur correspond. Et toute la difficulté, donc, c'est identifier les bons cas d'usage, les tester vite et s'assurer qu'ils apportent de la valeur et qu'ils sont acceptés par les utilisateurs. Je me reconnais dans ce que tu disais. Et c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs méthodes pour générer des cas d'usage. Il y a d'abord les idées des collaborateurs. Et nous, j'ai choisi de retenir un des cas d'usage qui vient d'une idée directement d'un collaborateur qu'on a ensuite aidé. J'y reviens juste après. Il y a l'expertise aussi. On a développé chez Accor une très forte expertise en IA qu'on centralise, mais qui vient en aide aux différentes géographies, aux différents métiers, qui eux aussi ont des idées et qui peut très vite dire « Ok, cette idée, elle est faisable. Cette idée, elle est un peu saugrenue, et cette idée, testons-la. » Et puis, il y a à la fin le test utilisateur, le fait d'avoir proche de nous les équipes d'innovation dans lesquelles on a des acteurs UX, UI, des spécialistes qui vont pouvoir très vite tester, aller dans des cafés, vérifier que ce qu'on construit remporte de l'adhésion. Donc les trois cas d'usage que j'ai choisi d'illustrer sont des choses qu'on a réalisées qui illustrent un peu ces différentes dimensions. Le premier, je ne sais pas si vous avez vu passer un communiqué de presse vendredi dernier sur Fullsoon. Fullsoon, c'est une start-up qui est une spin-off d'Accor qui cherche à prédire la tendance dans nos restaurants, le type de plat qui va être consommé, pour ensuite pouvoir optimiser l'approvisionnement, les menus qu'on va proposer, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage alimentaire et qui a été créé par quelqu'un de notre équipe IA qui a eu cette idée de lancer ce concept, qu'on a aidé à travers notre Innovation Lab, notre incubateur d'intra-entreprise, avant qu'il puisse ensuite voler de ses propres ailes, faire une start-up qui aujourd'hui remporte un grand succès et qu'on utilise ensuite dans nos restaurants chez Accor. Donc là, aujourd'hui, on est en train de déployer 10 pilotes partout dans le monde d'ici fin 2023. Avec, d'après nos premiers tests, une espérance d'optimisation sur les marges F&B qui sont autour de 6%, donc c'est vraiment non négligeable. Et puis surtout, vous connaissez l'engagement d'Accor sur les sujets sustainability et RSE. En moyenne, environ 800 € d'économie de gâchis alimentaire par mois, par hôtel.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut ensuite déployer de façon assez massive parce qu'on sent bien qu'à la fois sur la sustainabilité et puis sur le gain de temps dans les hôtels ensuite, parce que bah, voilà, ils ont peut-être moins de plats à préparer parce que c'est plus ajusté à la demande. C'est beaucoup de valeur générée. Derrière, c'est des algorithmes d'IA avec du forecast, la prise en compte de la météo, de la typologie de restaurant, de la typologie de clients, etc. Et ça fonctionne aujourd'hui très bien. Le deuxième cas d'usage, là, il vient plutôt de l'expertise interne. On a une grosse expertise interne sur les photos. On a des spécialistes en IA qui travaillent sur des réseaux de neurones qui manipulent les photos et qui nous ont proposé un cas d'usage qui est assez classique, qui est le calcul du score d'appétence d'une photo. C'est-à-dire de pouvoir dire telle photo, les chances qu'elle soit aimée par un client ou qu'elle génère ou un prospect ou qu'elle génère derrière un clic pour aller voir l'hôtel est plus important que telle autre photo. Et donc ça, on l'a mis en place avec du coup la possibilité de mettre en avant évidemment dans un hôtel donné les photos qui ont le plus de chances pour tel client d'attirer l'intérêt et d'amener ensuite à une réservation. Et puis derrière de ce premier plugin un peu générique, on a décliné tout un autre type de cas d'usage sur la manipulation de photos avec une limite qu'on s'impose, c'est que quand on manipule ou qu'on génère les photos, le danger c'est que le client, quand il voit la photo, il s'attend à un hôtel magnifique avec de l'or partout et puis qu'il soit très déçu en arrivant dans la chambre. Donc la difficulté quand on fait de la gestion de photos, c'est de rester dans la vérité et pas de générer des choses qui n'ont pas de réalité et qui ensuite vont être des déceptions. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, à se dire, OK, comment est-ce que les algorithmes d'intelligence artificielle sur les photos peuvent vraiment apporter de la valeur? On le teste et ensuite, on l'implémente. Donc, par exemple, vous savez qu'on a toute une stratégie de remplacement des bouteilles en plastique et de tout le plastique dans nos hôtels. On a énormément progressé ces dernières années. On est quasiment sur du full bouteille en verre, par exemple. Il se retrouve qu'il y a encore des photos anciennes sur lesquelles il y a une bouteille en plastique. Remplacer une bouteille en plastique par une bouteille en verre, ça ne trahit pas la réalité de l'expérience en hôtel et ça fait gagner énormément de temps plutôt que de devoir ressaisir des photos. C'est des choses qu'on peut faire et qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et puis, troisième cas d'usage, je vais vous parler quand même de Generative AI, même si on ne l'a pas encore sorti. On a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que tu présentais, c'est-à-dire un outil conversationnel qui va permettre de comprendre l'intention d'un client. C'est ce que tu présentais. Et on parle souvent de ChatGPT dans les textes qui sont produits, dans le conversationnel. En fait, déjà, le premier intérêt, c'est la compréhension de l'intention du prompt. Quand un utilisateur interagit avec ChatGPT, on a l'impression que ChatGPT est capable de comprendre et ensuite de l'utiliser pour appeler une API ou proposer un certain nombre d'hôtels ou de chambres à partir de ce qu'il a compris de l'intention. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. La difficulté qu'on a, et ce qui fait qu'on ne lance pas encore de façon massive notre bêta, c'est qu'on voit bien que les clients, quand on teste la solution, ce qui les intéresse, c'est la partie conversationnelle que tu montrais, c'est-à-dire de pouvoir dire « Ah non, attends, en fait, c'est pas tout à fait l'Islande qui m'intéresse, il fait trop froid. Ok, je te redirige vers Madère et les Canaries, etc. » Pour reprendre ton exemple. Et cette partie conversationnelle, elle amène une difficulté qui est propre au GPT, au large language model. C'est qu'on ne sait pas exactement ce que l'outil va répondre. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui manipulent derrière le chatbot, enfin le chat, pour faire dire tout est n'importe quoi et utiliser le LLM derrière. Donc, ça vient avec des limitations sur lesquelles on est en train de travailler. Ce n'est pas tellement sur la faisabilité technologique qu'on est limité ou qu'on prend un peu de temps. C'est plutôt sur s'assurer que ce qu'on fait est éthique, répond aux enjeux GDPR et ne pourra pas être utilisé de façon détournée ensuite par des gens mal intentionnés. C'est ce qui nous limite aujourd'hui. Voilà. Et donc sur ce troisième cas d'usage, évidemment, c'est plutôt l'actualité, l'envie, l'attraction que le GenAI, le buzz que génère le GenAI qui nous pousse à lancer ce cas d'usage-là. J'en ai un dernier si j'ai le temps. On a lancé avec beaucoup de succès dans nos centres, dans nos call centers, une IA qui permet de répondre aux appels qui correspondent à des questions assez simples à répondre.
qui ne vont pas être des questions qui nécessitent une interaction humaine forte, parce qu'en fait, c'est juste que la personne elle a un problème assez classique. Et on voyait bien qu'une grosse partie de nos appels, en fait, étaient pollués par ces appels très simples à répondre, mais qui du coup empêchaient la personne en call center d'aller prendre un autre appel beaucoup plus important où la personne avait besoin en face d'elle d'un humain. Donc on travaille avec une technologie qui s'appelle Lex, hein, qui est portée par Amazon, qui nous permet en fait aujourd'hui, sur les 500 hôtels où on a déployé ce call center amélioré par l'IA, de pouvoir divertir environ un tiers de nos appels vers ces solutions d'IA simples. Et du coup gagner énormément de temps pour que le tiers de calls qui sont gagnés, ils puissent être utilisés à de meilleures interactions avec nos clients. Voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et je reviens sur ce que tu disais. La difficulté, c'est de lancer les bons cas d'usage, les tester vite, s'assurer qu'il y a de la valeur et rester dans améliorer l'interaction et pas la remplacer. Tous nos tests montrent que les clients, que ce soit en hôtel, avant l'hôtel, ils ne veulent pas une interaction directe et unique avec une IA. Ils veulent une expérience, interagir avec des humains. Et si ces humains peuvent être éclairés, aidés par une IA, c'est évidemment bénéfique, mais c'est un plus. Voilà. Merci Jean-François et merci Charles aussi donc, pour tous ces cas d'usage qui, on l'espère, vous ont un peu nourri sur qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, là en l'occurrence surtout sur l'IA et la data au sein de l'industrie du tourisme. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez une ou deux questions, on peut les prendre. Profitez-en, ils ont arrêté la fanfare juste quand j'ai arrêté de parler. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais... Bonjour, merci pour ces exemples de cas d'usage. J'ai une question pour Travelsoft. En ce qui concerne l'adoption du bot que vous avez présenté, quand est-ce qu'il a été lancé et quels sont les utilisateurs qui l'utilisent aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle façon de faire qui est complètement différente. Et à quel point ça a été adopté aujourd'hui par vos utilisateurs? Alors, ça a été, c'est une bonne question. Ça a été lancé en début d'été de manière officielle. Dans les faits, ça faisait plus de 8 mois que c'est lancé. Donc, ça faisait 2-3 mois que c'était déjà lancé en POC, voilà, en bêta fermée, en prod caché, ce que vous voulez, mais en tout cas, on contrôle très fortement le volume. Parce qu'il y a un des enjeux aussi, hein, c'est que, alors, je ne sais pas comment vous structurez, mais potentiellement, il y a des coûts qui peuvent être importants voilà, sur des IA quand on commence à les utiliser. Et donc, d'une part des coûts et d'autre part des temps de réponse. Et donc, aujourd'hui, on a envie d'avoir des IA parfaites, mais on n'est pas prêt à attendre le temps que prennent les IA pour générer un texte qualitatif. Donc, bref. Donc ça génère des enjeux dont on n'a pas parlé là, qui demandent d'aller progressivement dans la montée en charge pour gérer le temps de réponse et le coût que ça génère pour la société. Donc ça fait du coup, pour répondre plus précisément à ta question, ça fait plus de 8 mois que c'est lancé, 5 mois que c'est réellement en production chez une quinzaine de clients. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est en anglais et en espagnol. On est en train de le porter en français avec les premiers clients en français là en fin d'année. Voilà. Et la réponse est très très bonne. On a des taux de conversion qui sont vraiment bons, avec une nuance tout de même et un challenge qu'il faut gérer, c'est que l'IA, elle ne va pas te générer, quand on voyait le cas d'usage là, et c'est une des problématiques sur lesquelles on travaille, c'est qu'aujourd'hui, elle te propose que 3 produits et après elle décline ces 3 produits. Et en fait, c'est très peu. En fait, c'est même un peu trop peu. Même si c'est plus ou moins c'était là-dessus qu'on était parti. En fait, en retour d'expérience, là, ce que je peux vous donner, c'est que c'est pas assez de donner 3 produits. Il faudrait beaucoup plus continuer la conversation, potentiellement avec des idées, potentiellement avec des critères en langage naturel, avant de commencer à proposer des produits. Parce que là, on a tendance à aller orienter trop rapidement vers des produits. Et si malheureusement, on n'a pas les bons produits dès le début, eh bien, on perd le client. Donc, taux de conversion pas bon. Par contre, si le client commence à adhérer avec le premier produit, taux de conversion bien supérieur à ce qu'on a d'habitude. Donc en fait, l'outil en lui-même, il est plutôt bon, hein, le taux de conversion moyen est plutôt bon, sauf que quand on va découper un peu dans l'entrée, dans le funnel d'acquisition, eh bien on se rend compte que s'il passe, et si la première proposition est bonne, on a des taux d'acquisition qui sont très très bons et des taux de transformation qui sont très très bons, et si par contre, eh bien, il n'y a pas d'adhésion, il peut avoir aussi l'effet jeu. Potentiellement, où la personne n'est pas forcément là pour réserver, mais plus pour jouer avec l'IA. Mais en tout cas, si la personne ne va pas s'intéresser réellement à un produit, eh bien là, on a des taux désastreux.
Voilà. Donc, il faut choisir un petit peu. Merci. Bonjour, c'est Mohamed Ali. Merci pour la présentation. En fait, j'ai une question macro. En fait, est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, que les groupes, c'est du has-been avec, ça va développer encore plus le tourisme individuel plutôt que le tourisme de groupe. Et donc, du coup, en fait, est-ce que vous êtes, est-ce que d'après vous, les agences de voyage ou Accor, par exemple, est-ce qu'ils se sont préparés pour ça? Est-ce que, par exemple, la société de consulting, elle est en train d'accompagner un peu les entreprises, les agences de voyage éventuellement, ou les gouvernements pour qu'ils puissent développer plus le tourisme individuel ou pas? Merci. Bon, je peux prendre une partie de la réponse, mais je ne suis pas un spécialiste de cette partie de stratégie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne vois pas de tendance de diminution des groupes. Et je pense qu'on va avoir les mêmes types de problématiques avec les groupes. Un des cas d'usage, très en réflexion, j'espère que je ne trahis pas de secret, mais on réfléchit pour les agences qui choisissent pour les groupes, qui ont des recherches qui sont très spécifiques parce qu'elles cherchent des salles, etc. Pour ce type de recherche assez spécifique où on voit bien que nos moteurs de recherche classiques ne sont pas forcément très bien outillés, on réfléchit également à les aider avec de l'IA. Donc, je ne suis pas sûr que ça a tant de changements sur le tourisme de groupe, mais peut-être que je peux me tromper. Voilà. Ouais. Alors, je peux peut-être ajouter un petit point. Déjà, il y a une raison technique qui est très basique, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes ne savent quasiment pas gérer plus de 9 passagers, plus de 9 PAX, plus de 9, des réservations de plus de 9 personnes en individuel. Donc déjà, les systèmes ont été créés de manière à ce qu'il y ait un digit. Donc un digit, ça veut dire qu'il n'y a que un, dans un nombre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et comme dans le logiciel, il n'y avait qu'une case pour un chiffre, et bien dès qu'on dépasse le 9, ça ne marche pas. Donc une partie des systèmes ont été créés il y a maintenant des années pour n'accepter que le digit unique, qui fait que déjà, avoir un processus automatisé de réservation de groupe, donc de plus de 9 PAX passagers, c'est impossible. Il faut appeler, etc. Il faut gérer par un autre système qui n'est pas forcément le système B2C classique. Regardez sur pas mal d'outils, même d'outiers, réserver plus de 9 packs, c'est impossible. C'est bon. L'aérien, c'est même pas la peine, mais l'hôtellerie, de la même manière, c'est un peu calé là-dessus. Donc déjà, de là à ce qu'une automatisation touche un marché qui est par essence aujourd'hui encore technologiquement extrêmement manuel, c'est pas demain. Cas 1. Le cas 2, c'est qu'en plus de ça, je pense pas que ça va gérer le groupe, parce que des gens qui veulent partir ensemble, qui ont une raison de partir ensemble, ils vont continuer à partir ensemble. Par contre, effectivement, là où ça peut avoir un impact, c'est sur les GIR, donc les groupes d'individuels regroupés, où là, effectivement, les gens sont ensemble exclusivement parce qu'ils ont envie de voir la même chose au même moment. Là, dans ce cadre-là, ça va être de moins en moins acceptable pour quelqu'un, effectivement, de tomber dans un GIR, ou en tout cas d'être dans un moule de séjour, puisque on va quand même vers une démarche de personnalisation de plus en plus importante. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien que l'agent ait la possibilité d'aller ajuster le séjour de manière à répondre aux besoins. Donc, je ne pense pas que ça va... le groupe, c'est sûr que non. Le GIR, potentiellement, sans doute. Sachant que le GIR apporte quand même des problématiques très importantes à destination. C'est-à-dire qu'on a des mini-cars d'un certain volume, on a des taxis de 4-5 places, des mini-cars, et puis après des bus de 60 places, etc. Donc il y a un moment où la partie, on va dire, logistique du tourisme a une réalité et on doit s'y impliquer. Donc, bref. Donc, pour revenir, groupe, non. GIR, sans doute, parce que les clients vont s'attendre à beaucoup plus de personnalisation. Après, ça ne veut pas dire qu'une personnalisation ne peut pas se faire en dehors d'un GIR. Voilà. Il faudra juste peut-être à savoir gérer des GIR avec différents services au sein du GIR. Et là, effectivement, c'est une transformation à gérer à destination. Une dernière question, peut-être. Je ne sais pas si niveau timing, je pense. Je suis désolé, je crois qu'on arrive un peu au bout du temps, mais... Bon. Si on me dit pas La stop. dernière, le pauvre. Bonjour, Yacine pour Best of Tours. J'avais juste une question par rapport à ce que vous disiez au début. Donc, si je comprends bien, il y a quand même des tâches qui vont pouvoir être automatisées, des tâches qui vont pouvoir simplifier le travail d'un agent de voyage et qui vont pouvoir lui faire gagner énormément de temps. Donc, concrètement, quand on s'imagine qu'on va peut-être gagner 10, 20, 30, 40, 50, peut-être 60% du temps,
est-ce qu'on peut quand même considérer qu'au niveau de l'emploi, même si le but n'est pas de remplacer l'agent de voyage, que le nombre d'agents de voyage risque de baisser quand même concrètement? Si, enfin, tu as raison. Mais ça va dépendre de la stratégie de l'agent de voyage. Agence de l'agent de voyage, le patron de l'agent de voyage. Mais si cette personne-là a une stratégie exclusivement de coût, eh bien effectivement, potentiellement, eh bien, progressivement, il va avoir besoin de moins en moins d'agences de voyage, mais en même temps, il va avoir un service qui va être de plus en plus dégradé par rapport à d'autres qui vont conserver la même structure de coût, les mêmes niveaux de rentabilité qui leur vont bien aujourd'hui dans ce marché et qui vont apporter plus de services et plus de valeur à leurs clients via l'humain. Il y a toujours un moment où toi, la question c'est ok, on a moins besoin de personnes pour construire une machine, pour construire une voiture. Maintenant, c'est des chaînes quasiment 100% automatisées. Dans les faits, c'était un travail qui n'était pas très agréable, voire dangereux, et qui a été progressivement remplacé. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Je ne sais pas. Est-ce que les constructeurs automobiles font plus de marge? Sans doute. Mais il faut voir ça dans une évolution sur le temps long. On ne va pas avoir, et c'était un peu pardon, je tutoie, on est dans le tourisme, donc je tutoie. C'était un peu ta remarque sous-jacente, c'était le fait, bon, ben, on va gagner 50% de rentabilité, enfin d'efficacité. Du coup, ben, on va virer 50% des agences de voyage. Ça ne va pas se passer comme ça va pas se passer demain, ça va être très progressif, on va avoir 1% par pourcentage, ça va être un remplacement. Si je peux me permettre, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que concrètement, si on peut tripler son chiffre d'affaires en ayant le même nombre de personnes et que certaines personnes vont faire ce qui est vraiment intéressant pour l'humain de faire, là où l'humain va vraiment pouvoir avoir une valeur ajoutée plutôt que de vérifier des roaming lists ou plutôt de faire des choses répétitives, concrètement, ça veut dire une diminution du nombre d'agents de voyage à terme? Non, je pense pas. Non, je pense que ça va être vers plus de services de qualité pour chaque agent. Bien entendu, il pourra y avoir de l'ultra low cost. Et peut-être que des compagnies aériennes qu'on connaît bien vont commencer à arrêter de payer des pilotes et mettre des robots pour les piloter. Et peut-être, mais c'est une stratégie. Et dans les faits, bah, les compagnies qu'on apprécie beaucoup, qu'est-ce qui les différencie? Ce n'est pas les avions, c'est les mêmes partout. Ce qui les différencie, c'est le service, c'est les humains et le personnel en bord. Et pourtant, tu vois, les compagnies régulières, elles continuent. Voilà. Alors, on peut se poser la question, mais dans l'idée, ce sujet, il existe sur tous les métiers et toutes les innovations. Et je pense que ceux qui les prennent dans le bon sens, c'est-à-dire améliorer la valeur que tu proposes grâce à une technologie, c'est la bonne visibilité, la bonne vision, plutôt que se dire comment est-ce que je vais plus faire de rentabilité ou que je vais sans ajouter du service. Voilà. Il faut voir ça comme une capacité supplémentaire pour faire plus que une capacité à en faire moins. Voilà. Mais c'est une vision. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne journée et un très bon salon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.